Partir nomade avec 3 enfants, c'est irresponsable. C'est ce qu'on peut entendre. Moi, j'ai envie de vous montrer aujourd'hui l'envers du décor et vous dire que c'est possible, mais il y a quand même quelques petites choses à respecter pour que ça se passe au mieux. Donc, c'est parti pour un nouvel épisode de podcast, l'épisode numéro 2 sur le voyage nomade, la vie nomade avec des enfants en garde alternée. Aujourd'hui, 3 points. La logistique. Ça, c'est important, j'ai envie de dire, c'est la base. Il faut quand même être un minimum carré sur la logistique. Je vais vous partager ce qui a failli tout faire rater. Parce que oui, il y a des points qui peuvent bousiller un voyage tout simplement et qui peuvent faire annuler les choses. Et en dernier, ce qu'il y a à savoir avant de partir. Donc on part là déjà, premier point sur la logistique. Alors, donc à savoir que moi je suis en garde alternée avec 3 enfants. La première chose, c'est de se mettre d'accord. Ça ne serait pas possible s'il y avait une communication vraiment, vraiment trop compliquée avec leur papa, tout simplement. On n'est pas d'accord sur pas mal de points. Il y a des points où on est d'accord, mais effectivement, sur ce côté voyage, il a fallu poser les choses, faire des grandes discussions, mais on est tombé d'accord sur certains points, dont la durée. Il a fallu vraiment aller dans ce côté échange. Donc il a fallu mettre en perspective les durées, combien de temps avec les enfants, combien de temps sans les enfants, parce qu'on est évidemment sur des périodes longues, on ne peut pas se dire je fais une semaine, mais je pars à l'autre bout du monde. Là, aucun intérêt. Donc nous, clairement, on a commencé par faire un mois, après on a fait 1 mois et demi, 2 mois, et on a fini sur 3 mois. Ça, c'est le format qu'il y a eu. La prochaine étape pour le départ en Australie, ça va être de tester 6 mois. J'avoue que là, ça va être très challengeant. Je ne sais pas encore ce que ça va donner. Donc, mais effectivement, il faut pouvoir discuter en amont, ça c'est important. Moi, j'ai quand même posé, pour un petit peu la petite histoire, un ultimatum aussi. Il y a de la discussion, mais il y a aussi le fait de, soit, quand vous voulez faire ce mode de vie-là, être sûr de ce que vous voulez avant d'en discuter avec quelqu'un d'autre. Et on faisait l'école à la maison déjà, avant de se séparer. Moi, il y avait un trop-plein d'école à la maison, de la gestion, de ce que c'était, etc. Et pour moi, l'école à la maison, c'est juste que je ne suis pas une grande fan du système de l'éducation nationale. N'empêche qu'il faut pouvoir assumer l'école à la maison et faire des cours, etc. Et surtout, je pense que quand on fait l'école soi, c'est pour faire vivre une aventure aux enfants, leur faire vivre quelque chose de différent. Ce qu'on avait pu faire en étant avec d'autres enfants, avec des activités assez différentes pendant les premières années, mais qui s'est étiolé avec le temps. Et là, pour moi, en 2023, il n'y avait plus de sens à ce format-là. Il y avait aussi cette idée de voyager, cette envie de voyage. Et je me suis dit, pour moi, si on reste ici, si on reste dans le cadre en France habituel, je souhaite qu'ils aillent à l'école. Je ne vois pas d'intérêt, vu qu'on a un mode de vie qui ne correspond plus forcément à faire des choses différentes. Après, faire un effort pour continuer de faire les cours, mais leur faire vivre des expériences hors du commun, ok, ouais, ça c'est chouette. Et donc à ce moment-là, on peut voyager. Et je suis partie de ce postulat-là pour pouvoir discuter. Après, effectivement, moi là, c'était noir ou blanc. J'ai tendance à être comme ça quand je fais des propositions, ça n'empêche qu'on peut discuter derrière. Mais il faut bien un postulat de base pour pouvoir donner un sens à la discussion et à l'échange. Donc, le postulat, du coup, c'est orienté vers le voyage avec le fait de ne pas retourner à l'école tout de suite. On a commencé du coup, les voyages en été 2024 avec eux. Donc, premier voyage, c'était très organisé parce que moi, j'avais besoin que ça soit carré, billet aller, billet retour.
Ça permettait d'avoir la date exacte et précise, mais en fait, c'est pas si fun que ça. J'ai vite changé de mode et il a fallu s'adapter. Je prenais le billet d'aller et puis on savait pas quand on rentrait. On avait la période à peu près. Mais du coup, il faut avoir aussi une certaine flexibilité parce que si on prend le billet retour, on ne sait pas ce qui se passe dans les voyages, il y a des rencontres, et on se dit, ah ouais, mais il y a un événement là, si on peut décaler un peu le retour, ça peut être génial. Donc, de prendre que le billet aller et de dire, ok, ben, on rentre sur cette période-là, ça permet aussi d'aller au bout de l'expérience de là où on est, mais ça demande, encore une fois, de rester en échange avec le parent qui reste ou qui est ailleurs, voilà. Donc, il y a tout ce modèle de logistique qui a bien déterminé en amont, pour que ça soit clair. Plus c'est clair, moins il y a de problématiques. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, les bases. Alors, je prends mes notes quand même pour regarder ce que j'avais prévu de vous demander, de vous partager. Dans la logistique, ce qui est important aussi pour moi de dire, c'est comment vous souhaitez voyager. Il faut définir le but du voyage pour que, encore une fois, ça soit clair et à poser à l'autre parent, à poser aux enfants et pour pas partir dans tous les sens. Parce que la première fois que j'ai regardé le voyage, je me suis dit, ah, mais en fait, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut voyager, on peut aller visiter là, on peut apprendre telle langue, on peut... Et à un moment donné, je me suis posée, je dis, non, mais écoute, Jeanne, là, clairement, c'est pas possible. Tu peux pas tout faire. Il fallait que je puisse travailler en même temps, il fallait aussi pouvoir faire l'école, il fallait... Non, le budget était quand même assez restreint et limité. Donc, définir vos objectifs en amont, il va être vraiment important. Et moi, l'objectif, c'était, quand j'étais avec les enfants, de faire des immersions culturelles, qui voient vraiment comment ça fonctionne ailleurs et qu'il n'y a pas que la façon de faire française qui existe. Et parce que je trouve que c'est vraiment une ouverture d'esprit que ça apporte. On n'imagine pas les différences sociales, sociétales qui sont d'un pays à un autre, même en Europe. Et ça, à moins de l'avoir vécu, on ne peut pas le capter, le ressentir. Donc j'avais cette envie d'immersion culturelle, d'immersion aussi dans des langues étrangères, pour qu'ils aient aussi cette capacité-là. Quand on apprend une autre langue, après c'est plus facile d'en apprendre d'autres. Et je voudrais leur donner le fait d'être bilingue. Ce n'est pas encore le cas à ce jour, je vous le dis tout de suite. Ça prend du temps, plus que je ne me l'étais imaginé. Mais en tout cas, je voudrais vraiment pouvoir leur laisser ça. Et on sait très bien, en étant passé par le système scolaire français, que ce n'est pas avec 7 ans d'anglais qu'on parle anglais. Clairement, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc moi, l'objectif, immersion culturelle et linguistique pour les voyages. Pour ça, j'ai trouvé le mode de fonctionnement qui me convenait, c'est de faire du workaway woofing. Ce sont des méthodes où on vient dans des structures, chez l'habitant, où on est logé, parfois nourri aussi, en échange de travaux, de bénévolat. Donc il peut y avoir une multitude de choses différentes. Là encore, je n'imaginais pas tout ce qu'il était possible de faire. À ce jour, on a été dans une école de langue, donc où on aidait des personnes à apprendre le français. On a été dans une famille où tout simplement on vivait avec la famille, on participait aux tâches ménagères, préparation du repas, donc c'était vraiment la vie familiale. On a été dans une ferme où on aidait à enlever les mauvaises herbes pour les enfants, installer copées de bois, mettre en place pas mal de choses. Donc pas une ferme animalière, mais avec plutôt potager. Donc il y a eu des expériences assez variées et j'ai vu, dans mes recherches, j'ai vu vraiment qu'il existait énormément de choses différentes. Donc je me suis dit, c'est chouette de pouvoir partir comme ça. Ça minimise les frais pour moi parce que, évidemment, vivre à l'hôtel, ça ne serait pas possible. En plus, je n'y vois pas d'intérêt d'emmener pendant 6 mois les enfants à l'hôtel.
Et en plus, voilà, il y a cette rencontre, cette diversité. On a été avec des gens du Pérou, des Espagnols, d'Italie, des Anglais, des Américains. Euh, donc il y a cette diversité culturelle qui est rencontrée, qui est assez énorme. Et malgré la barrière de la langue, je vous assure que les enfants arrivent à parler avec tout le monde. On ne sait pas vraiment comment ils font, mais entre les mains, la parole, ils arrivent toujours à communiquer et à obtenir ce qu'ils veulent surtout. Le sourire, le fameux sourire des enfants qui permet d'obtenir un petit peu tout. Voilà, donc la question après qu'on me pose régulièrement, c'est le budget justement, comment tu fais? Donc effectivement, le budget, il y a plusieurs points. La première chose, c'est le billet d'avion. Je ne vais pas pouvoir vous donner un budget précis ici parce que le budget il dépend de trop de choses. Le billet d'avion, il va dépendre et de la destination et de la période. Si je prends quand on est parti en Roumanie, j'ai eu un billet aller en Roumanie à 400 € pour tous les 4. Donc ce qui est voilà, 100 € par personne. Quand je me suis dit on va rentrer, j'ai regardé les billets d'avion sur le retour, le tarif était à 800 €. Je me suis dit oula, doublé, les prix doublés. Je dis bah non. Donc du coup, à force de recherche, j'ai finalement trouvé des billets pour passer en Italie, à Genova. On en a eu pour 250 € pour 4. Donc finalement, c'est beaucoup de regarder vraiment, passer, voir ce qui a été. On a pris quelques jours à Airbnb, on a visité Genova, on a regardé, ils ont pu voir l'aquarium, qui est le plus grand aquarium d'Europe. Et puis il y avait un bus ensuite qui faisait Genova à Toulon, qui était vraiment pas très cher, les Flixbus. Mais alors, clairement, on a testé tous les transports, je déconseille les longs trajets en bus avec les enfants. C'est de loin le pire qu'on ait pu vivre et vraiment pas sympathique. En gros, du coup, je me suis retrouvée peut-être avec les 800 €, mais on a fait un pays supplémentaire, on a eu un moment supplémentaire et c'était quand même assez chouette. Mais pour vous donner donc cette flexibilité dans les billets d'avion qui peuvent changer suivant la distance et puis voilà, de revenir en juin, c'était pas forcément le bon plan pour la France, en tout cas pour retourner en France. Donc tant qu'on reste en Europe, on a des billets relativement corrects. On est parti au Maroc, billets relativement corrects. Pour l'instant, ce qui m'a empêché de les emmener plus loin en Asie ou en Amérique, on va dire sur des continents beaucoup plus éloignés, ça reste le budget. Donc voilà, le budget à prendre en compte, déjà rien que sur les transports. Après, les frais qu'il va y avoir, ça dépend du workaway ou du bénévolat qu'on trouve. Donc pour moi, c'est le bénévolat qu'on fait. Il y aura toujours quelques nuits d'hôtel à prendre avant, après, si on veut faire quelques visites. Ce qui est important, voilà, d'avoir ces moments de pause. Donc ça, c'est un petit budget à prévoir, mais ça dépend du pays. La Roumanie, c'était pas très cher comme pays. Si on part en Angleterre, c'est pas du tout le même prix. Et il est vrai que du coup, pour moi, j'ai choisi des pays où le mode de vie, la vie était moins chère pour pouvoir nous permettre ça. Donc, il y a ça à prendre en compte. Après, effectivement, Workaway, ça me permet de pas du tout avoir de budget hébergement, au moins. Et puis, suivant les contrats que j'ai trouvés, de pas avoir ou de minimiser les budgets nourriture. Je suis consciente que j'arrive avec 3 enfants, donc la plupart du temps, j'ai quand même si la nourriture est offerte, dans beaucoup de cas, j'ai quand même un budget nourriture à prévoir parce que ils travaillent pas à la hauteur d'un adulte dans leur bénévolat, donc il y a quand même ça à prendre en compte également. Donc ce sont les postulats de base, de toute façon, billets d'avion, hébergement, nourriture, et après avoir un petit budget sur les extras parce qu'on est dans d'autres pays, c'est dommage de ne pas visiter certains endroits ou de ne pas aller visiter un musée. Je suis vraiment pas très musée, mais pour le coup, on en a fait quelques-uns. Donc avoir un petit budget extra. Et s'il y a une chose que je peux vous conseiller, c'est que quand vous avez fait votre budget, prévoyez une marge supplémentaire parce que vous allez souvent dépasser le budget dans ce qui est prévu. Il y a des imprévus. Avoir en tout cas un poste imprévu qui a à garder. Je me suis fait avoir sur les premiers voyages et du coup c'était un petit peu ric-rac.
mais avoir vraiment un poste imprévu, ça, c'est toujours important. Et donc le dernier point sur la logistique que je voulais aborder, c'est l'organisation, tout simplement, parce que c'est bien beau de voyager, c'est bien beau d'être en bénévolat, mais il y a le temps d'école, il faut quand même qu'ils fassent des apprentissages. Donc temps d'école et temps de travail pour moi, parce que j'étais aussi sur mon travail en ligne, donc il faut que je puisse travailler. Ça, c'est à fixer tout de suite. On ne peut pas le fixer pour l'année. Quand on voyage comme ça, on ne peut pas dire c'est école de telle heure à telle heure, travail de telle heure à telle heure. C'est impossible en sachant qu'on va bouger d'un endroit à un autre. Par contre, quand on arrive dans un endroit, c'est la première chose à faire. On regarde, ok, bénévolat, c'est de quelle heure à quelle heure? Ok, c'est plutôt l'après-midi. Très bien, le matin, on commence par les devoirs. On met les enfants d'abord, devoirs, après on est tranquille, et c'est moi, travail. Dans d'autres endroits, bénévolat, c'était de 7h à 13h. Ok, on finit à 13h, petit temps de pause parce que là, pour le coup, c'était à la ferme et c'était intense au niveau travail, c'était physique. Petite pause, devoir pour les enfants, après ils sont libres et moi, travail. Il y a toujours ça et il faut le fixer dès le début parce que les enfants, c'est des vrais fripons, ils vont toujours essayer d'échapper au devoir. Même s'ils savent que ça fait partie du temps, etc. Si ça, c'est pas posé et que les heures sont pas déterminées, les devoirs vont passer à l'as. Et ça fait quand même partie des apprentissages, le côté où il faut apprendre à lire, à écrire, à compter, voilà, toutes ces petites choses-là, elles sont indispensables. Donc, dans la logistique, c'est vraiment à prévoir qu'il y ait des temps comme ça et de tout de suite les poser quand on arrive dans un nouveau lieu. Donc là, c'est les points que je voulais vous partager sur vraiment cet aspect logistique de la vie nomade. Il y a toujours peut-être d'autres choses. N'hésitez pas de toute façon à me poser vos questions en commentaire, à venir échanger avec moi. Je suis toujours ravie de pouvoir poser en fonction de ce que j'ai vécu, qui est une façon de faire. Je ne prétends pas avoir tout le savoir. Il y a tellement de façons de faire. J'ai rencontré d'autres personnes et je me suis dit, ah oui, j'avais pas pensé à ça. Il y a une multitude de possibilités. Ce que je peux vous partager, c'est mon expérience. Le deuxième point sur lequel je voulais partager aujourd'hui, c'est vraiment ce qui a failli tout faire rater. Parce que ça n'a pas été tous les jours tout rose. On a vécu de très très belles expériences, mais cependant, il y a des expériences aussi moins drôles. Et j'ai envie de dire ce qui a failli faire rater les choses, ce qui a mis des moments de flottement, c'est moi. En fait, ça n'a jamais été eux, ça n'a jamais été les enfants, ça n'a jamais été quelque chose d'extérieur, ça a toujours été moi. Et sur deux choses, les doutes. Ces fameux doutes qui arrivent, c'est est-ce que je vais être capable? Premier voyage, ça a été au Maroc. Donc j'avais toute l'appréhension et les idées reçues qu'on peut avoir aussi sur un pays étranger. C'était premier voyage avec mes enfants, j'avais fait que le Japon avant. Eux, c'était leur premier avion, etc. Donc environnement complètement inconnu sur plein de points. Et donc, mes doutes me disaient, mais c'est bien jeune, t'as fait ça, mais est-ce que t'en es capable? Est-ce que s'il y a besoin, tu peux les prendre et tu peux te sauver? Est-ce que... voilà, on va être dans un environnement, est-ce que je suis en état de pouvoir protéger mes enfants? Et j'avais partagé quand même pas mal sur les réseaux à ce moment-là, sur le fait de faire du sport, etc. Il y avait ce besoin aussi d'être physiquement, de me dire que je pouvais compter aussi sur mon corps pour pouvoir partir en courant, pour pouvoir les attraper, pour pouvoir... sur l'aspect protection physique, déjà, d'être une femme avec 3 enfants. J'ai pas douté que j'en étais... Je pense que j'avais cette capacité, mais il y a forcément ces doutes-là de dire, ok, je suis toute seule, il y aura personne sur qui compter. Ce qui ne m'a pas empêché de prendre ma décision, mais voilà, il y avait quand même ce petit point dans un coin de la tête, et puis
sur mes capacités, est-ce que tu as le niveau pour pouvoir continuer encore à faire l'école à la maison, à tout gérer? Est-ce que tu es capable de tout gérer? Encore une fois, je suis toute seule à tout gérer. Est-ce que... Et ce doute, il vient là, voilà, sur mes capacités. Donc là, c'était que moi vis-à-vis de moi-même. Et je pense pas qu'on puisse échapper à ce doute-là. Ça m'étonnerait. Même de discussions que j'ai eues avec d'autres personnes, on a tous plus ou moins de doutes. C'est juste la part qu'on leur laisse à un moment donné. Et de dire, ok, ouais, mais doute ou pas doute, on y va. Et c'est reconnaître qu'ils sont là, parce que oui, il y a une interrogation, mais que c'est pas ça qui va empêcher de réaliser quelque chose et d'essayer. Le deuxième point qui a failli tout faire foirer sur plusieurs fois, c'est ma capacité d'adaptation. Encore une fois, je crois que les enfants se sont adaptés beaucoup plus vite que moi, parce que quand on arrive dans un endroit, on ne sait pas où on atterrit. Et donc, j'ai 36 ans, je me suis habituée à un minimum de confort au quotidien, dans mes espaces de vie. Et puis là, on arrive dans des endroits qui sont communs. Et du coup, il va falloir aussi être capable de sortir de sa zone de confort pour pouvoir s'adapter. Et ça, moi, je m'y suis beaucoup accrochée en disant, c'est pour eux. C'est pour eux. Parce que le premier endroit où on est arrivé au Maroc, et c'était vraiment des dortoirs avec des lits basiques, c'était pas propre, c'était pas terrible au niveau de la propreté. Il y avait des gros insectes partout qui grouillaient et je me suis dit, mon Dieu, comment on va faire pour rester 5 semaines là? On a 5 semaines, mais comment? C'est pas possible. Il y avait une salle de bain partagée où il n'y avait pas toujours la lumière qui fonctionnait pour toutes les personnes qui étaient là. La qualité de la cuisine, c'était pas possible de cuisiner dedans. C'était vraiment limité. Et moi, dans mon esprit, je me suis dit, mais c'est impossible de vivre là-dedans. Donc, pour vous dire, je suis arrivée la première nuit, j'ai très peu dormi. En plus, ils nous avaient mis dans la pièce qu'ils appelaient le donjon, parce qu'ils avaient zappé qu'on arrivait à... C'était une organisation de là-bas, donc ils avaient zappé qu'on arrivait à 4. Pas prévu, des chambres, etc. Donc on était dans un espace semi-commun où il y avait zéro intimité avec la chambre des messieurs et des dames à côté. Enfin, c'était... Maintenant, j'en rigole, j'y fallait rien de grave. Mais en arrivant là-bas, je vous dis pas mon état d'esprit. Ça fait... Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Jeanne, qu'est-ce que t'as fichu? Pourquoi t'as pris cette décision? J'étais dans tous mes états, j'ai rien montré aux enfants. J'ai dit, bon, voilà, il faut que centrer. J'ai tout géré jusqu'à ce qu'ils se couchent. Une fois qu'ils sont couchés, qu'ils sont endormis, moi, j'ai commencé à regarder. Je me suis dit, mais je peux pas rester là. Donc, j'ai regardé Booking, Airbnb, qu'est-ce qu'il y a à côté, est-ce qu'on peut repartir, est-ce que je peux modifier le billet d'avion. J'ai passé 2 heures là à me dire, mais il faut que je trouve une solution. J'ai fini par m'endormir. Et le lendemain, je pense vers midi, j'ai regardé les enfants. Et en fait, j'ai vu qu'ils s'étaient adaptés, que ça changeait pas trop pour eux, qu'ils commencent à se faire des potes parmi tous les gens qui étaient là, que le fait de se brosser les dents, parce qu'il y avait un lavabo qui était au milieu du salon, enfin, c'était... Enfin, mais aucun problème. Ils sont vite adaptés et qu'ils étaient bien là, en fait. J'ai regardé, ils ont mis quelques heures à s'adapter à ce nouvel environnement. Et j'ai dit, bon, pourquoi je suis venue? Et en fait, c'était vraiment se rappeler de ça, c'est de dire, pourquoi je suis venue? Pour qu'ils aient une immersion, qu'ils rencontrent des gens. Est-ce que c'est atteint? Oui. Il n'y a que moi qui ai un peu du mal à m'adapter. Bon, ok, tu vas t'adapter, ma cocotte. Et c'est parti. Et j'ai dit, ok, voilà, il y a des choses qui sont moins sympathiques que d'autres. Et voilà, ça leur fait aussi vivre une aventure. Et il y a des très beaux souvenirs. Et finalement, maintenant, pour la vidéo, là, je vous ressors ces moments un peu avec peut-être des images qui sont pas terribles, mais c'est ça
On va dire, ces moments-là, c'est ça par rapport à ça de gain et d'expériences géniales qu'on a vécues dans cet endroit-là. Donc, oui, sur le moment, c'est difficile. Oui, il va falloir changer des choses. Mais si on se laisse un petit peu de temps, on se rend compte que ça va passer. Et il y a eu des moments un petit peu similaires quand on est arrivé en Roumanie. Voilà, on n'était pas du tout dans le même mood que la famille. Et finalement, c'est toujours pour moi, je vois que par rapport à mes convictions, ma façon de penser, que je m'oblige à me remettre en question pour me dire, ok, mais là, en fait, tu as ce que tu as voulu, tu as ton immersion. Donc, si on peut remettre ça à quelque chose d'un peu plus grand, ce qui fait foirer les choses ou ce qui fait que ça peut ne pas se faire, c'est souvent nous, comment on réagit à un environnement. Mais posez-vous la question, est-ce que je ne me suis pas mis dans cette situation-là? Et finalement, qu'est-ce que j'ai à gagner? Et si cette situation ne me convient pas, à ce moment-là, qu'est-ce que je peux changer? Voilà, donc ça, c'était les points quand même qui me tenaient à cœur, de voir aussi cette capacité d'adaptation. Ça m'a beaucoup appris, de voir que les enfants s'adaptent beaucoup mieux que nous. Et si je peux laisser quelque chose, parce que j'avais dit, dans chaque podcast, je veux, vous laisser quelque chose. Donc là, on est moins sur quelque chose de philosophique ou sur des façons de penser, mais j'ai envie de laisser aux parents qui envisagent de bouger, de faire des choses avec leurs enfants, j'ai envie de dire, il y a quelque chose, il y a des petites choses à savoir avant de partir. Il y a 2 points qui doivent être clairs. C'est avoir un objectif précis. On ne part pas comme ça à l'aveuglette. C'est qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez visiter des sites incroyables? Est-ce que vous voulez vous immerger dans une culture? Est-ce que vous voulez apprendre la langue? Et ça ne va pas être la même manière de voyager. D'une manière ou d'une autre, il va falloir choisir à un moment donné et puis définir la durée, parce que suivant la durée, on peut faire peut-être plus de choses, mais en tout cas, il va falloir mettre des priorités, et ça, c'est un indispensable pour définir comment vous allez voyager. Deuxième point, indispensable avant de partir, c'est être clair avec les enfants. Poser les choses avant de partir. Ok, on va là-bas, on va faire ça. Il va y avoir forcément des inconnus, mais moi, c'est quelque chose, le voyage, qui m'a réconciliée avec mes enfants. Pas qu'on ait une relation qui soit mauvaise, mais on s'est découvert vraiment autrement. Il y a des parts, même par rapport à l'école, en fait, il y avait beaucoup moins de friction en faisant l'école à l'étranger, parce que ça fait partie du contrat. On va faire des trucs extraordinaires. On va bouger, vous allez voir, vous allez faire des choses que les 95% des enfants n'ont jamais fait. Par contre, vous, votre deal, c'est de faire des cours. Et donc, poser ça en amont, ça permet d'éviter toute friction une fois que vous êtes sur place. Ça reste des enfants, ils vont essayer d'y échapper. Mais comme le deal il est posé, quand vous les remettez dans l'ordre, quand vous reposez le contexte, ils vont revenir. Et ça va vous permettre, derrière, de vivre tous ces bons moments et toute l'expérience que vous avez choisi de venir vivre sur place. Donc voilà, ce que je veux vous laisser aujourd'hui, c'est définissez vos objectifs et posez les choses clairement avec vos enfants si vous souhaitez partir. Et vivre une aventure un petit peu hors du commun dans d'autres pays. Voilà, si ce podcast vous a plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, surtout pour avoir la suite et recevoir les autres podcasts. Abonnez-vous et je vous dis à très vite.